Ravi de vous retrouver pour poursuivre notre discussion sur la désobéissance civile, une arme à double tranchant. Vous avez pu constater qu'il s'est passé un certain temps entre la production des premières vidéos et celle que je vous propose aujourd'hui. Nous sommes le 3 octobre 2019 et hier c'était le 2 octobre, le 150e anniversaire de Gandhi qui, comme vous le savez, était l'un des principaux instigateurs de cette doctrine qui est la désobéissance civile. Vous en savez aujourd'hui beaucoup plus, ou sans doute le saviez-vous déjà. Vous connaissiez très certainement, pour beaucoup d'entre vous, les origines historiques de cette doctrine, donc on a pu refaire un point sur ce qu'est la désobéissance civile, ses modalités, les différentes formes qu'elle peut prendre, ainsi que les raisons principales de son utilisation. On n'a pas fini d'en parler, hein. Sur le plan historique, il y a des choses aussi encore dont il faudrait parler, notamment l'histoire du boycottage, on y reviendra. En tout cas, la désobéissance civile, vous l'avez bien compris, c'est un petit peu l'ultime recours, hein, quand les règles de vie en société, et dictées par le législateur, les politiques, les dirigeants, atteignent un tel degré d'injustice qu'elles deviennent insupportables pour une catégorie importante de la population. Alors cette dernière s'unit et fait preuve d'un esprit de solidarité pour se soulever, se rebeller, pour lutter contre la tyrannie, mais sans violence, c'est bien la spécificité, en utilisant uniquement la force d'inertie, la force de l'esprit pacifique, faire esprit de corps et de solidarité. Alors bien entendu, vous avez vu qu'en face, il n'en est pas de même, puisque des violences sont perpétrées par les forces de l'ordre. Et c'est bien là le problème, puisque vous avez beau déclarer que vous êtes pacifique, mais ça génère tout de même de la violence, puisque en face, les gens sont extrêmement violents, et donc vous vous retrouvez finalement en position de victime, hein. Vous vous êtes sacrifié sur l'autel de cette doctrine et de la cause que vous défendez, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Alors ça nécessite une réflexion. Si on devait transposer cette doctrine aujourd'hui, où on voit que les injustices sont de plus en plus criantes, d'ailleurs on voit de plus en plus de monde brandir cette doctrine à tout va sans forcément connaître les origines historiques, les forces et les faiblesses de cette stratégie. Vous pensez bien que l'élite, par contre, connaît très bien, dans ses moindres détails, les forces et les faiblesses de cette stratégie. Et d'ailleurs, vous avez face à vous la couverture de The Economist où figure Gandhi, donc un petit peu comme pour Léonard de Vinci, où on avait l'homme de Vitruve, également l'effigie de la Joconde, alors représentée par Angelina Jolie, qui en adoptait en tout cas la posture et qui arborait l'emblème de Mona Lisa. Donc vous avez vu cette référence donc à Léonard de Vinci, et on a pu, dans nos chroniques, voilà, expliquer la relation étroite entre les événements qui sont survenus, notamment l'incendie de la cathédrale, les différentes positions planétaires, hein, qui sont tout à fait semblables, mais de manière assez stupéfiante par rapport à notre ciel de 2019, hein. C'est-à-dire 500 ans en arrière, on avait bien la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, on avait bien Neptune en Poisson et également Uranus en Taureau. Et on a eu des événements, notamment, alors ça j'ai dû vous le dire dans une précédente vidéo, on a eu le mouvement Renaissance, justement, qui est en rapport avec le parti présidentiel pour les élections européennes, hein, donc qui est né au moment où on a eu le retour d'Uranus en transit en taureau, c'est-à-dire le 5 mars dernier. Et donc, ça correspond bien, hein, on voit bien que nos élites, en réalité, derrière leur costard-cravate, en fait, font très attention à tout ça, hein, la numérologie, l'astrologie, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus longuement. Donc vous voyez bien en fait que ce mouvement, il est déjà anticipé. C'est la raison pour laquelle dans la précédente partie de vidéo, j'ai dit que cette doctrine, en fait, hein, ce label a déjà été déposé, la marque a déjà été déposée à l'INPI de l'oligarchie. Donc ça veut dire qu'en réalité, hein, il y a déjà toute une ingénierie médiatico-politique, sociale bien sûr, qui est en mouvement pour pousser les gens justement vers la désobéissance civile, pour amener à un résultat qui est déjà programmé. Et c'est pour ça il faut analyser en profondeur les tenants, les aboutissants de cette doctrine pour ne pas tomber dans le piège, parce qu'effectivement, il est bien nécessaire de désobéir, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi et suivre aveuglément sous prétexte qu'on brandit à tout va désobéissance civile, désobéissance civile. Donc on aura l'occasion de revenir sur le décryptage de cette couverture énigmatique, mais qui en dit beaucoup sur notre futur proche. Et donc on va poursuivre, hein, la discussion sur la désobéissance civile. Alors les plus anciens d'entre vous se souviennent très probablement
que bien avant que ne débute la crise des Gilets jaunes, nous avions discuté des différents mouvements sociaux qui se sont déployés ces dernières années et on avait essayé d'évaluer leur efficacité. On s'était aperçu que l'efficacité était de moins en moins impactante sur les gouvernants. Et donc on avait proposé notamment, à la faveur de cette vidéo intitulée «Les Français sont-ils des Gaulois réfractaires, des taureaux ou des moutons de Panurge?», publiée sur la chaîne le 2 septembre 2018, on a proposé donc de s'inspirer d'une maxime de la défunte légende des arts martiaux qui est Bruce Lee. On avait pris l'allégorie, la métaphore sur l'eau pour recommander une autre alternative, d'être finalement comme l'eau, et donc pour proposer une alternative aux traditionnelles grèves. Et donc on avait préconisé justement la désobéissance civile. Alors une désobéissance civile bien sûr soft, principalement axée sur l'arrêt de la consommation ciblée sur les multinationales, et on avait préconisé bien sûr de privilégier le local. Nous avions proposé donc une adaptation finalement de la désobéissance civile de Gandhi et de Martin Luther King, en la remasterisant en quelque sorte à notre bon vieux 21e siècle, et surtout par rapport à l'adversaire du moment, qui est l'État profond, donc cet État invisible, hors d'atteinte, qui utilise les deuxième et dixième couteaux, que sont Emmanuel Macron, tout son gouvernement et les députés, différents élus, pour accomplir finalement leur mission. Et donc ils façonnent leur plan dans la plus grande opacité, et vous avez pu constater qu'ils opèrent de façon embusquée. C'est la raison pour laquelle il ne sert à rien de manifester contre Macron ou Tartampion, puisque ces gens-là ne sont que des paratonnerres, ne sont que des fusibles qui vont de toute façon sauter pour après avoir d'autres gouvernements, d'autres régimes politiques, et qui finalement vont resserrer les boulons à nouveau. Donc ils servent vraiment à rien. En plus, donc vous avez pu voir la couverture de The Economist, on peut déjà en parler, on y reviendra encore plus en profondeur, et on l'a déjà dit même, donc tout est déjà anticipé. Et donc quand vous croyez finalement vous rebeller contre le système, en fait vous ne faites que lui apporter de l'énergie, vous ne faites que rentrer dans ses plans finalement. Donc c'est pour ça qu'il ne sert à rien d'arborer son petit gilet jaune ou de manifester pour le climat, parce que si vous analysez bien, tous ces mouvements-là ne sont finalement que téléguidés en haut lieu par bien sûr plein d'intermédiaires, et pour arriver finalement à accomplir leur dessein machiavélique. Alors voilà, nous avions employé cette métaphore sur l'eau. Donc l'eau, vous le savez, c'est une source de vie suprême. Donc l'eau est douce et plein de vertus. L'eau est utilisée dans la spiritualité pour bénir. Et elle est symbolisée par Neptune, qui est le maître justement du poisson. Et vous vous souvenez d'ailleurs que la marche du sel de Gandhi s'était déroulée d'ailleurs le 17 mars 1930 sous le signe du poisson. Mais par contre, vous avez vu que l'eau, ça peut se révéler une véritable lame de fond s'il y a la foi, justement, s'il y a justement cette spiritualité, cette alliance aussi, cette solidarité, puisque Neptune symbolise la solidarité, symbolise également l'eau, les milliards de gouttelettes que forment les océans notamment, et donc ça veut dire que les êtres humains, en s'alliant, en ayant la foi tous ensemble, peuvent créer une véritable lame de fond. Mais voilà, nos élites ont réussi malheureusement depuis de nombreuses années à briser cette foi, et on pourrait le retrouver d'ailleurs sur les cartes du ciel pour expliquer comment donc le capitalisme finalement a fini à la longue par rompre, par briser donc la foi que les êtres humains peuvent avoir l'un envers les autres, et la foi bien sûr, si on parle de spiritualité aussi, en un monde meilleur, en Dieu, enfin un Dieu qui peut être, pour les gens qui ne croient pas par exemple en Dieu, mais qui peut être en chacun de nous. Et donc d'ailleurs on représente, dans chaque être vivant, il y a cette part-là, et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette flamme-là. Donc c'est pour ça que quand on parle de spiritualité, les gens ne comprennent pas toujours, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ces gens planent à 10 km, moi ce que je veux c'est aller en découdre, c'est me bagarrer contre des CRS, ou d'aller attraper Macron et de lui faire rendre gorge. Donc ça, c'est pas du tout, en tout cas ce qu'il faut faire, puisque vous avez pu constater que c'est inopérant, voire que ça se retourne contre nous. Il y a une véritable, c'est pour ça que je parle de double tranchant, donc il y a un effet boomerang qui se produit, et d'ailleurs on va le voir de suite. On a d'ailleurs de ce qu'on pressentait par rapport à cette désobéissance civile, cette fois-ci qui a pris une forme juridique, que sont les arrêtés antipesticides, eh ben, on a la punition qui est tout de suite tombée. Juste derrière, on va regarder ce qu'est malheureusement cette punition.
Moi, je suis au bout, je suis au bout. D'ici peu de temps, de toute façon, si ne se passe rien, c'est clair. Alors, je peux pas, ça m'embête parce que j'ai mes enfants, j'ai ma petite dernière, souvent elle me dit, papa, le matin quand je pars, je t'aime, papa. Et je sais bien que, à force de ramener ça à la maison, c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est pas une vie, quoi. Non, c'est pas une vie. Alors, bon, il y a des choses, des prises de conscience. Au niveau du grand public, on a des gens, des donneurs des lanceurs d'alerte qui expliquent ce qui se passe dans le monde rural, le problème des suicides dans le milieu paysan. Et là aussi, ça me fait mal, ça m'arrache les tripes parce que la MSA a communiqué des chiffres en 2015, 736 suicides. On arrive en 2007 avec 605 suicides. Et moi, je suis là, parce que bon, je suis aussi investi syndicalement, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors, qu'on nous abandonne, soit, mais qu'en plus, on continue à nous stigmatiser, à nous massacrer, c'est du massacre. Hein. C'est pas possible. Donc, inévitablement, il se passera quelque chose. Alors, par contre, j'ai toujours dit, par respect pour ma femme, mes enfants, je ne ferai pas partie de ceux qui se donneront la mort. Par contre, c'est possible que je fasse des choses dramatiques, moi aussi, oui. Mais je ne serai pas tout seul. Et j'assume aussi ce que je dis, le poids de mes mots, le sens de ma phrase. On n'est pas coupable, on est victime de ce qui nous arrive. Et c'est trop facile de stigmatiser toute notre profession et que notre profession, au détriment de tout le reste.